Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Michel Sapin, le ministre de l'Économie et des Finances, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'être avec nous à ce rendez-vous donc de Public Sénat avec Les Échos, Radio Classique et l'agence France Presse. Bien sûr, vous allez réagir dans quelques secondes au dernier chiffre du chômage fin septembre. Il est bon, un fort recul. Après cela, il y aura 3 grandes questions pour vous. Est-ce que vous prétendez toujours, plus que jamais ce soir, avoir redressé l'économie? Vous répondrez à Jean-Francis Pécresse. François Hollande doit-il renoncer à se présenter en 2017? Il n'y a pas que l'économie, il y a également l'effet livre, vous le savez, vous répondrez là à Lucille Malandin. Enfin, et si la droite et le centre avaient le remède ou les remèdes, vous évoquerez avec Michael Zamès la primaire de la droite et du centre. Donc, mais d'abord, bien sûr, la question d'actualité ce soir. Pôle emploi vient de publier les chiffres de septembre avec une baisse importante, 63 300 après la très forte hausse enregistrée, on s'en souvient, au mois d'août. C'est un effet de balancier, bien sûr, que vous savourez ce soir. Est-ce que vous avez une explication à ce chiffre? Je crois qu'il faut éviter les expressions du genre savourer ou être jovial, parce qu'il y a un chiffre qui est un très bon chiffre, un mois. Le mois précédent, il était de moins bonne qualité, il était même à l'inverse. Ça a d'ailleurs été salué, si je puis dire, par l'ensemble des commentateurs sur le thème terrible, affreux, épouvantable. Aujourd'hui, je n'emploierai pas des termes inverses pour un chiffre qui est de même qualité. Quel mot pour qualifier ce chiffre? Pourquoi? Parce que moi, je connais bien ces mécanismes de chiffres mensuels du chômage. J'ai été ministre du Travail, j'en connais à la fois la pertinence, parce que ça indique des choses, et en même temps, j'en connais la volatilité. Mais vous n'avez pas caché votre satisfaction quand même. Non, je regarde une chose. Je regarde une seule chose. Que s'est-il passé au cours des derniers mois? Que s'est-il passé, par exemple, depuis le début de cette année? Est-ce que, trimestre par trimestre, ne le prenons pas mois par mois, parce que c'est ainsi, mois par mois. Enfin, je devrais dire, c'est ainsi, mois par mois. Oui. Est-ce qu'au cours de ces 3 derniers trimestres, est-ce que le chômage a baissé? C'est le 3e trimestre consécutif, avec les 3 derniers mois, où le chômage baisse en France. C'est des faits. Je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir ou qu'il faut s'en satisfaire définitivement, mais les faits, c'est que le chômage a baissé au titre des chiffres de Pôle emploi depuis le début de cette année. Est-ce que ça va se poursuivre? Ce sont juste pour que les gens aient le chiffre en tête. Est-ce que ça va se poursuivre? 90 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année. Cela rejoint un autre type de chiffre, parce que toujours les gens s'y perdent là-dedans, qui est le chiffre international, le chiffre des comparaisons internationales. C'est le chiffre qui est établi par l'INSEE avec des règles dites du Bureau international du travail. Et ces chiffres-là, qui ont été d'ailleurs cités dans un débat qui avait lieu juste avant cette émission, sont des chiffres qui indiquent que depuis 1 an, le chômage baisse en France. Le pourcentage de chômeurs par rapport à la population active ne cesse de baisser depuis 1 an. Pour le dire simplement, le chômage baisse clairement en France depuis 1 an. Et vous diriez... Les chiffres qui viennent d'arriver confirment cette évolution à la baisse du chômage. Ça baisse, est-ce que c'est l'inversion de la courbe annoncée? Si je devais reprendre cette expression qui maintenant est totalement dévalorisée, puisqu'elle a été utilisée, réutilisée, recommentée, recritiquée, la vérité, c'est que quand le chômage baisse depuis 1 an, ça doit s'appeler une courbe inversée du chômage. Mais laissons cela de côté. Je pense que pour les Français, c'est presque plus compréhensible ainsi. Et c'est comme ça, je l'espère, que pour ceux qui retrouvent de l'emploi, ils le vivent. Le chômage baisse en France depuis 1 an. C'est clair, net et précis. Et toutes les statistiques vont dans le même... Vous avez donné le chiffre 90 000. Et sur un quinquennat, sur le quinquennat, il a augmenté de combien? Alors je vais vous prendre une catégorie, les jeunes, parce qu'on est toujours à se préoccuper à juste titre du chômage des jeunes, qui est plus élevé que le chômage de manière générale. Est-ce que le nombre des jeunes aujourd'hui au chômage, le nombre des jeunes aujourd'hui au chômage est supérieur ou inférieur au nombre des jeunes au chômage au début de ce quinquennat? Il est donc inférieur. Il est inférieur, oui, mais qui le dit? Qui le commente, ce chiffre-là, qui est indubitable? Indubitable. Après, si vous prenez le nombre global des chômeurs, dans les catégories en particulier les plus âgées, il est aujourd'hui encore plus élevé qu'au début. Plus de 700. Plus élevé qu'au début. 1000. Plus élevé qu'au début.
la population active a elle-même aussi augmenté. Nous avons un pays qui a une caractéristique qui est une bonne chose, c'est qu'il arrive sur le marché du travail tous les ans plus de personnes que ceux qui en sortent. Alors, non, bien sûr, ce n'est pas le cas en Allemagne. C'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Italie. Bien. Donc c'est pas bien sûr. Il y a une caractéristique qui fait que nous devons, en France, créer plus d'emplois qu'ailleurs pour faire reculer le chômage. Vous reconnaissez donc avec toutes les précautions d'usage et les rappels que vous venez de faire qu'il y a inversion de la courbe, vous l'avez dit, Michel Sapin. Est-ce que François Hollande a tenu sa promesse pour vous? Oui, mais... je vous pose la question. Vous dites c'est une promesse. C'est lui qui l'a proposé. Jamais il a dit c'est une promesse. Comme ça. On ne fait pas des promesses d'inversion de courbe, de chiffres, on ne promet pas des chiffres. On s'engage à faire tout ce qu'il est possible pour faire en sorte que le chômage baisse. Il a fait beaucoup, je ne sais pas si c'est tout ce qui est possible, tout ça peut se discuter, il a fait beaucoup, nous avec, au gouvernement, chacun dans son poste. J'étais au travail avant, je suis aujourd'hui à l'économie et aux finances. Donc de votre vue, c'est les deux aspects qui permettent de faire baisser le chômage. Et donc le chômage baisse, certains diront enfin, mais baisse aujourd'hui clairement en France. Ça va se poursuivre avec les inquiétudes pour la croissance? Non, parce que, non. Là, il faut toujours avoir des inquiétudes sur la croissance, mais nous avons vécu depuis 2007, avec des croissances qui sont à zéro ou en dessous de zéro. Avec ça, vous ne créez pas d'emploi et donc vous créez du chômage. Nous vivons depuis l'année dernière avec une croissance supérieure à 1%. Avec plus de 1% en France, dans le contexte actuel, peut y arriver. On peut créer suffisamment d'emplois pour faire reculer le chômage. Dernière question, est-ce que ce chiffre n'est pas aussi l'effet du nombre des formations? Certaines fantaisistes, nous dit-on d'ailleurs, qui a été porté à 1 million par François Hollande, qui est donc soucieux de l'inversion de la courbe. Alors, c'est une question. Et le mois dernier, c'était l'effet des formations. Donc je veux dire, à chaque fois que... Là, il y a un rush, manifestement, jusqu'à la fin de l'année, pour qu'il y ait de plus en plus de demandeurs d'emploi en formation, en stage. À chaque fois qu'il y a un bon chiffre, comme personne ne veut accepter qu'il puisse y avoir de bons chiffres, on essaye de trouver une mauvaise raison à ce bon chiffre. Il n'y a pas de mauvaise raison à ce bon chiffre. Il y a un certain nombre de raisons. Il y a des formations supplémentaires. C'est fait pour quoi, ces formations supplémentaires? Certains disent c'est pour masquer le chiffre. Voyons, on peut toujours dire n'importe quoi. C'est fait, allez leur poser la question à ceux qui sont dans ces formations. C'est fait pour permettre à des gens qui sont aujourd'hui au chômage de trouver un emploi qui par ailleurs est vacant. Parce que c'est quand même une situation incroyable. Dans notre économie, il y a des emplois proposés par des entreprises, des employeurs, et où ils ne trouvent pas l'emploi. Toutes ces formations sont vraiment ciblées sur des emplois. Ces 500-là, je sais aussi parce que j'ai commencé ce programme-là. Il était commencé à un niveau de 200 000. Aujourd'hui, il est toujours au niveau de 500 000. C'est calibré pour des formations correspondant à des besoins dans chacune des régions concernées. Et c'est fait aussi par les partenaires sociaux. Ils ne racontent pas n'importe quoi, les patrons. Ils ne vont pas financer, parce qu'ils participent au financement, des formations qui ne servent à rien. Donc, ces formations qui sont utiles pour trouver un emploi, ce qui est évidemment le seul objectif qu'on doit avoir. Voilà votre réaction donc à ce chiffre important du jour. La suite tout de suite de l'épreuve de vérité avec la question que vient vous poser Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. L'épreuve de vérité avec Radio Classique et Les Échos. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel Sapin. Alors il y a un bon chiffre du chômage qui est tombé ce soir, mais au-delà de ce chiffre-là, il y a le bilan économique de ce quinquennat. Croissance très faible, très faible, à peine plus de 1% en 2016, à peine plus de 1% en 2017, peut-être. Il y a le chômage quand même, plus 600 000 chômeurs de plus depuis mai 2012, quand nos voisins font beaucoup mieux. Il y a la dette publique, 98,5% de la richesse. Il y a le taux de prélèvements obligatoires qui est à un niveau absolument record. Est-ce que vous espérez convaincre les Français que vous avez redressé l'économie française? Telle que présentée par vous, y compris avec les inexactitudes que cela comporte. Alors, quelles inexactitudes? Y compris les inexactitudes que cela comporte, et sans élément de comparaison avec ce qui pouvait se passer autrefois, là, ça y est, la messe est dite, si je puis me permettre. La messe est dite. La messe est dite, telle que vous le présentez. Bien. Donc, on va essayer de reprendre les choses aussi un peu telles qu'elles sont. Quand on veut regarder quel est le chemin parcouru par un gouvernement et par une majorité, il vaut mieux savoir d'où on part. Et j'espère que vous ne considérerez pas que la France, en 2012, était en situation exceptionnelle. Si je prenais les chiffres que vous venez d'avancer, qui sont des chiffres pour certains d'entre eux exacts, pour d'autres contestables, est-ce que le déficit public en France, en 2012, était supérieur à celui d'aujourd'hui ou pas?
Il était supérieur. Largement supérieur. Il a donc diminué. Est-ce que la dette en 2012... à le ramener à 3% du PIB en 2013. Est-ce que la dette... La dette était à 86% du PIB. Et de combien elle avait augmenté en l'espace de 5 ans? Vous l'avez augmenté de 400 milliards d'euros. En l'espace de 5 ans, de vous n'avez pas eu Répondez-moi une question, parce qu'on va le faire dans ce sens-là. Plutôt comme la manière dont vous avez présenté les choses. Je m'y attendais. C'est plutôt moi qui vous interroge. Comme la manière dont vous avez présenté les choses. Mon opinion à moi n'est pas très intéressante pour les téléspectateurs et pour les auditeurs de Radio Classique. Maintenant, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, la dette avait explosé de 25 points de PIB entre 2007 et 2012. Elle a augmenté de 7 points de PIB entre 2012 et aujourd'hui. C'est peut-être trop. Vous pouvez me faire cette critique en disant que c'est trop. Est-ce qu'elle est stabilisée? Oui, elle est aujourd'hui stabilisée aux alentours de 96, 98, les derniers chiffres, mais que vous le savez, parce que vous êtes un bon spécialiste, elle rebaissera d'ici à la fin de cette année, elle sera aux alentours de 96% du PIB. Donc nous avons stabilisé la dette. Est-ce que l'économie, et ce n'est pas à nous, c'est les entreprises, mais on crée quand même une ambiance, on crée aussi des outils qui leur permettent de faire cela. Est-ce que les entreprises ont recommencé à créer des emplois privés? Je ne parle pas de ce qui peut se passer dans les formations, je ne passe pas de ce qui peut se passer... Bon, 140 000. Mais ça ne suffit pas. Non, bien entendu, si ça suffit à faire reculer le chômage, on le voit. Mais est-ce que ça suffit à ce que dans la durée, on puisse considérer que la France a retrouvé une situation de manière qui est parfaitement satisfaisante? Évidemment non. Alors la question c'est est-ce que vous avez redressé l'économie? C'était ça la question finale. Donc, depuis quand n'avait-on pas créé 140 000 emplois en un an? Bon, depuis des années et des années, il faut remonter avant la crise de 2007. Bref, je prends ces chiffres-là. Pourquoi? Quelle conclusion? Parce que si la situation d'aujourd'hui ne peut pas être considérée comme satisfaisante, vous ne pouvez pas être satisfait définitivement d'une situation où il y a encore autant de chômeurs. Vous ne pouvez pas être satisfait d'une situation où nous avons certes fait reculer le déficit de la France. Derrière le déficit, c'est la dette. Moi, c'est la seule chose qui me préoccupe. Et la dette, c'est quelque chose qu'il faut rembourser. C'est quelque chose qui pèse sur les générations. Ça pèse sur vos enfants, sur les miens et sur mes petits-enfants ou sur les vôtres. Non, vous n'en avez pas encore des petits-enfants. Bien, bref, donc je ne veux pas de cela. Donc, est-ce que, de ce point de vue-là, on a amélioré les choses? La réponse est oui, objectivement. Si on regarde les choses. On peut dire redresser. Est-ce que on est au bout du chemin? Non. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Et c'est évident. Est-ce qu'il y a encore des gens malheureux en France? Il y en a considérablement qui sont malheureux en France. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour les entreprises? Puisque c'est aussi des sujets qui vous intéressent et m'intéressent. La réponse est oui. Nous avons fait le CICE, nous avons fait ce qu'on appelle le pacte de responsabilité, donc des baisses de charges. Nous avons annulé la totalité des augmentations de charges, votées certes par cette majorité, mais votées par la majorité précédente. Donc on a fait un chemin absolument considérable. C'est un peu dommage de ne pas considérer ce chemin, même si ça n'empêche pas d'avoir des critiques par ailleurs. Mais c'est pour ça que partir d'une base objective permet d'avoir un débat ensuite un peu plus, me semble-t-il, équilibré. L'Allemagne, sur la même période exactement de mai 2012 à août 2016, fait 480 000 chômeurs de moins. L'Espagne en fait 1 400 000 et le Royaume-Uni en fait plus de 700 000 de moins. Qu'est-ce qui n'a pas marché en France? Alors, juste là aussi, quand on fait des comparaisons, c'est juste, il faut le faire, il faut savoir faire des comparaisons. Je reviendrai sur l'Allemagne. Vous prenez l'Espagne. Heureusement que nous ne sommes pas dans la situation espagnole en France aujourd'hui. Heureusement. L'Espagne, ce serait le pays miraculeux. Quel est le taux de chômage? Ils ont fait 5 Quel est le taux de chômage? 25%. 19%. Le taux de chômage des jeunes, il est aux alentours de 50%. Bref, heureusement que nous ne sommes pas dans cette situation. Et comme vous le savez, l'Espagne n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui la richesse, le PIB, comme on dit, qui était le sien en 2007. Donc, je veux dire, heureusement que nous ne sommes pas en Espagne. Et quand on est tombé très bas, c'est vrai qu'on rebondit. Prenons l'Allemagne, parce que là, c'est évidemment comparable. Nous sommes deux grandes économies, c'est beaucoup plus comparable. Où en était l'Allemagne en 2012, du point de vue de ses finances publiques? Parce que les finances publiques, ça compte. Quand vous avez des bonnes finances publiques à l'aise, si je puis dire, vous pouvez impulser, vous pouvez soutenir, vous pouvez faire en sorte que ce soit des finances au service de la croissance. Quel était le déficit de l'Allemagne en 2012? 0. Là où nous étions à plus de 5% de déficit. 0. Et où en est l'Allemagne aujourd'hui? À 0 ou un peu plus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu, pendant ces 5 ans, à faire d'efforts budgétaires. Elle l'avait fait avant. Elle l'avait fait avant. Avant 2012, elle avait fait cet effort budgétaire. Et donc, pendant toute cette période, elle a pu avoir une politique beaucoup plus, comme on dit dans le jargon des économistes, expansionniste. Là où nous, il a fallu, certains nous critiquent en disant que c'était une politique austéritaire. C'est pas vrai. Si il y a l'austérité, ça c'est ce qui s'est passé en Espagne ou au Portugal. Mais nous, il a fallu avoir une politique sérieuse du point de vue budgétaire. 45 milliards d'augmentation d'impôts. 45 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Les 45 sont les deux côtés. Donc c'est ce qu'avait voté Nicolas Sarkozy, si je puis dire, ce qui a été voté depuis, sans compter après, la politique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est plus de croissance.
Vous dites à peine 1%. Bon, quand on est à 1,3%, c'était l'année dernière, aux alentours de 1,5% cette année, et qu'on recherche quelque chose qui est largement supérieur à 1% pour l'année prochaine, aux alentours de 1,5%, ça peut être discuté, tout ça peut être discuté, on a retrouvé la croissance. Et c'est cette croissance qui nous permet aujourd'hui, 1, de baisser les impôts, les charges et les impôts, 2, de faire face aussi à des dépenses supplémentaires. Parce que vous ne me direz pas que la France, du point de vue de la sécurité, est exactement dans la même situation que celle de 2012. Les attentats terroristes, la situation en Syrie ou en Irak, ce n'était pas exactement ce que la France avait en face d'elle en 2012. Sapin, il a fallu aussi y faire face. Éric Woerth était à votre place la semaine dernière pour le secrétaire général du Parti Les Républicains. C'est aujourd'hui en France le contraire du redressement que vous revendiquez donc, ce soir dans l'épreuve de vérité. Et alors lui aussi, il a des arguments. Quand on regarde l'ensemble du bilan, c'est au fond, est-ce que la France, elle a progressé ou pas? Est-ce qu'on est encore plus heureux de vivre en France 5 ans après? Est-ce qu'on est fier de vivre dans notre pays? Est-ce qu'on a donné une vision et un peu de perspective à notre pays? À ces questions, la réponse est non. On a bien du mal à rattraper l'après-crise en termes de pouvoir d'achat. Les déficits publics s'améliorent à la vitesse de la tortue. Le système social n'est pas équilibré. Bref, on a perdu sur beaucoup de tableaux. Michel Sapin, cette opinion, elle est aussi le reflet de ce qu'une grosse majorité de Français pensent. Quand on les interroge, ils jugent votre bilan économique de manière extrêmement sévère. Est-ce qu'ils se trompent? Quand Woerth tient ses propos, je dirais qu'il tient des propos d'opposants. Je ne vais pas lui faire reproche de tenir des propos d'opposants. Vous l'avez fait vous-même? Peut-être l'ai-je fait aussi. Je l'ai fait quand les déficits passaient de 2,5%. Avec lui d'ailleurs, aux manettes budgétaires, à plus de 5%. Donc je trouve que simplement quand on est opposant, vous appeliez il vaudrait mieux à en faire plus encore de déficit public. Mieux, pardon, mieux. Plus encore. Mieux. Donc, quand on est opposant, c'est normal de critiquer, c'est le rôle de... Mais je pense qu'il faut le faire avec une certaine modestie qui consisterait à se rappeler ce qui s'est exactement passé quand on était soi-même aux responsabilités. Ça vaut pour tout le monde, pour le passé comme pour l'avenir. Vous dira la crise de 2008, bien sûr. Oui, parce qu'on n'a pas été en crise en 2011, en 2012, en 2013. L'Europe se pose... C'était merveilleux, tout se passait bien. Il y a une crise la crise de l'euro. Ils ont fait de la croissance, Michel Sapin. L'Allemagne a fait de la croissance, le Royaume-Uni a fait de la croissance. La zone euro elle-même a été dans une grande situation de crise. Et heureusement que la France et l'Allemagne ont fait ce qu'il valait pour que l'Europe n'explose pas en 2012. Et dans ce qu'il fallait faire, il y avait en France une politique sur le budget qui était une politique très restrictive, dirais-je là encore, les économistes, que j'appellerais moi une politique sérieuse. On ne peut pas tout faire à la fois. On a fait cette politique sérieuse, ça nous a privés, par rapport à ce qui a pu se passer en Allemagne, d'un certain nombre de moyens budgétaires pour soutenir la croissance. Puisque vous parlez budget précisément, votre majorité a adopté aujourd'hui même la partie recette du projet de budget 2017. Je dis votre majorité, mais en réalité c'est une majorité sur laquelle vous ne semblez plus avoir beaucoup de prise, puisque lors de cette discussion, on a vu le gouvernement plier, être mis en minorité par la gauche de votre majorité sur un certain nombre de choses, sur la taxe sur les transactions financières et sur la réforme des actions gratuites. Le Monde titrait hier qu'il y avait dans cette discussion une atmosphère de fin de règne. Les journalistes aujourd'hui, ils veulent raconter une histoire, donc ils racontent une histoire. L'histoire, c'est que on y reviendra sûrement, à cause du livre, etc. Aujourd'hui, il y aurait une forme de déliquescence de la majorité. Je crois que je ne caricature pas par rapport à l'histoire, qui est un peu celle que vous êtes en train de raconter. La semaine dernière, j'y étais, c'est pas la première fois que je défends un budget, et c'est même pas la première fois que je participe à un débat budgétaire. Nous avons débattu, nous avons parfois trouvé avec notre majorité des éléments de compromis positifs. Je pense que vous allez rappeler et faire des articles sur le fait que l'Assemblée nationale a voté la baisse de l'impôt sur les sociétés en France à 28% pour toutes les sociétés, y compris les plus grandes, sur 4 ans. Juste, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait par le passé? Est-ce que c'est nouveau ou pas? Est-ce que, bon,
28%. Est-ce que c'est moins qu'en 2012? C'est largement moins. Bon, donc voilà, juste, je veux dire que notre majorité, c'est pas si simple que cela. De débattre avec une majorité de gauche et de lui faire partager l'idée suivant laquelle c'est bon pour l'économie française que l'impôt sur les sociétés diminue, en commençant par les plus petites, et que c'est ça qui nous permettra aussi, d'une certaine manière, à la fois d'attirer les investissements, de faire en sorte que de l'étranger ou en France, on investisse dans l'industrie ou dans les services, et qu'à partir de là, on crée des emplois. Ça, c'est ce qui a été acquis. Sur les deux sujets que vous avez décrits, je ne suis pas sûr que ça exprime aux yeux de tout le monde quelque chose de très précis, mais sur la taxe sur les transactions financières ou sur ce qu'on appelle les AGA, les actions gratuites. L'année dernière, sur la taxe sur les transactions financières, déjà cette disposition avait été votée. Déjà avec la réticence du gouvernement, parce que je disais, si elle est votée, elle ne sera jamais appliquée, parce que le Conseil constitutionnel va l'annuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil constitutionnel l'a annulée. Très bien. Ça revient dans les mêmes conditions que l'année dernière. Bref. Et là, vous avez il y a un débat qui est un débat démocratique, c'est un débat où nous, vous acceptez l'échec aussi de temps en temps face à votre majorité. Échec? On a l'impression que vous ne maîtrisez plus, votre majorité. Pourquoi vous n'obtenez pas de gain de cause devant votre majorité et que vous espérez sans doute obtenir gain de cause demain lors du réexamen du texte? Vous avez une étrange, pardon de le dire comme ça, conception de la démocratie parlementaire. Si la démocratie parlementaire, c'est un gouvernement qui arrive avec quelque chose, qui l'impose et qui revient, qui est adopté de manière totalement identique à la fin, pardon, j'ai été pendant des années et des années, 5 mandats parlementaires, c'est pas comme ça. Même en 81, avec des majorités gigantesques, que je vois le débat parlementaire. Bref, il y a un débat, il peut être parfois vif, il y a un débat parlementaire, il a permis, sur certains points, de faire évoluer les choses. Mais je voudrais juste prendre un chiffre. Le dernier chiffre, parce qu'on a eu beaucoup de chiffres. Parce que c'est le juge de paix. Cet après-midi a eu lieu le vote sur la première partie de la loi de finances, c'est-à-dire toutes les dispositions dont vous venez de parler. Quel a été le sens de ce vote? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de votants pour cette année? Allez, vous avez obtenu une plus large majorité. Bon, voilà, il y a une plus large majorité. C'est une déliquescence de la majorité quand elle est plus large pour adopter un texte comme celui-ci. Voilà, je voudrais juste ramener à la juste proportion la réalité des débats parlementaires qui nous ont occupés au cours de ces derniers jours. Merci beaucoup, Jean-Francis. Lucile Malandin de l'AFP nous rejoint. Effectivement, vous avez raison, Michel Sapin, on va reparler du livre. Je m'y attendais. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir, Lucile. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Sapin. Alors, François Hollande doit-il renoncer à se lancer dans une nouvelle campagne présidentielle? On a vu que les nuages s'amoncelaient sur son passage récemment. Vous qui êtes très proche de lui, qu'en pensez-vous? Proche ou pas proche, ça ne change pas grand-chose. En l'occurrence, on est dans le monde politique, dans le domaine politique. Il est président de la République. Il assume d'abord et avant tout les tâches qui sont celles d'un président de la République. Et il n'a pas à se laisser troubler par tel ou tel commentaire, par telle ou telle parution, tel ou tel livre, tel ou tel débat autour de la parution de ce livre, même si ces débats sont par ailleurs parfaitement légitimes. C'est quand même lui qui parle dans les livres, c'est pas un ovni venu de nulle part. Il n'a pas à se laisser troubler par les débats, et je répète, même si ces débats sont parfaitement légitimes. Donc, et je peux y participer, si vous le souhaitez, sur le bouquin lui-même. Oui. Mais il est président de la République, il doit assumer pleinement et totalement ses fonctions. Il a donné une orientation, il y a plusieurs mois de cela, en disant « Je dirai, aux alentours de mi-décembre, si je suis candidat ou si je ne suis pas candidat ». Rien de ce point de vue-là n'a changé. C'est à mi-décembre que le président de la République actuel dira s'il a choisi, et pour quelle raison, s'il a choisi d'être candidat. On n'est pas candidat juste pour le plaisir, on est candidat pour quelque chose. Alors qu'il aurait pu espérer qu'avant la fin de l'année, ça s'améliore. Ouais, je ne suis pas absolument persuadé que dans le contexte actuel, il ait espéré que tout d'un coup, il allait retrouver ou trouver, parce qu'il faut regarder aussi les choses dans la durée, des niveaux de popularité. Et je fais une grande différence, ça aussi c'est l'expérience, entre ce qu'on appelle la popularité et ce qu'on appelle une intention de vote. C'est pas tout à fait de même nature. C'est pas tout à fait de même nature. Oui, dans les sondages d'intention de vote, il y a un socle qui aujourd'hui n'est pas suffisant. Aucun candidat de gauche d'ailleurs. Et parfois Jean-Luc Mélenchon passe devant lui. Oui, enfin bon, on peut toujours voir les choses dans tous les sens. Donc aujourd'hui, la dispersion de la... Je finis sur le président de la République. Si j'avais un conseil à lui donner, puisque vous dites que je suis proche, c'est, vous avez donné, Monsieur le Président de la République, une indication au 15 décembre, c'est au 15 décembre, aux alentours du 15 décembre, que vous ferez connaître votre choix. Et si j'avais un deuxième conseil à lui donner, c'est qu'une candidature doit avoir un sens. On n'est pas candidat pour être candidat, ou on n'est pas
pas candidat, si je puis dire, on refuse d'être candidat. Si on refuse, il faut aussi que ça ait un sens. On ne peut pas dire que donc il faut qu'il y ait un sens à cela. Alors, et un sens qui n'est pas un sens personnel, c'est un sens par rapport à l'histoire, par rapport à la France, y compris par rapport à la gauche ou par rapport à sa propre famille politique. Eh bien, si on se présente, c'est parce qu'on pense que, on peut continuer un certain nombre de choses, mais surtout qu'on peut mener des politiques qui soient des politiques qui apportent au pays quelque chose de nouveau. On n'est pas candidat pour rééditer, on n'est pas candidat pour refaire, on n'est pas candidat pour réparer, on est candidat pour construire quelque chose et quelque chose de nouveau dont la France peut avoir besoin. Mais il y a pas mal de gens à gauche qui commencent à lui dire c'est peut-être que justement pour le bien de la gauche, voire pour le bien de la France, ce serait mieux de renoncer. Je suis sûr qu'il y a des gens très sincères et des gens très intéressés qui disent des choses de cette nature. Sûrement des gens très sincères et d'autres très intéressés. C'est M. Cambadélis. Moi, si je regarde indépendamment de l'homme François Hollande, si je regarde l'intérêt de la gauche, puisque certains, je le comprends, pensent à l'intérêt de la gauche, c'est que François Hollande soit de nouveau le candidat. Parce que c'est celui, quels que soient les commentaires du jour, du lendemain ou de la veille, c'est celui qui a le plus de capacité à rassembler la gauche. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les insatisfactions. Malgré les déceptions. Mais les déceptions sont une chose, il faut les regarder comme telles, il faut les analyser comme telles, il faut les respecter comme telles, il faut leur apporter des éléments d'explication et des éléments d'espoir. Il ne s'agit pas de dire les Français sont heureux, ils ne demandent qu'une seule chose. Non, il faut regarder les réalités en face. Mais moi, je compare. La politique, c'est pas simplement de regarder quelqu'un, c'est aussi de comparer aux autres. Et quand je compare aux autres candidats de gauche, je n'en vois aucun qui soit mieux placé que François Hollande pour rassembler au premier tour, et évidemment, c'est l'objectif, rassembler au deuxième tour. Manuel Valls qui a beaucoup modifié son discours ces dernières semaines, qui samedi dernier... s'est présenté comme un homme de rassemblement. On va l'écouter. Mais tant mieux. Manuel Valls, on l'écoute, qui joue désormais, effectivement, Lucie, vous avez raison, la carte du rassemblement. Alors moi, je veux que chacun se pose les bonnes questions. Et je demande à Arnaud, à Benoît, à Aurélie, à Emmanuel Patois, l'autre, qu'est-ce qui nous sépare? Bien sûr, je connais nos débats, mais au fond, qu'est-ce qui nous rapproche d'abord? D'avoir gouverné ensemble, avec le président de la République, et des valeurs, celles de la République. Lui aussi s'avance au nom du rassemblement. Il est même soutenu, on a compris, il a presque reçu l'aval de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du parti. Et Claude Barthelone a parlé d'un problème d'incarnation ce matin. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Donc, le Premier ministre, qui est aujourd'hui soutenu par une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. On l'a vu encore avec le dernier vote sur le Parlement. Il y a une majorité absolue de vote pour. Bon, il est soutenu par une majorité de gauche. Et il se comporte en rassembleur de la gauche. Ouais, je dirais, c'est bien, tant mieux, puisqu'il va falloir rassembler. Et il est, avec la loyauté qu'on lui connaît et la loyauté qui le décrit avec sincérité, a souhaité que le président de la République puisse être le candidat qui représente cette gauche. Donc on est dans il n'a pas une idée derrière la tête. Alors, des idées derrière la tête. Moi, je vais vous demander quelle est votre idée derrière la tête. Non, je vous écoute et j'analyse ce que vous me dites, et pas ce que vous avez derrière la tête. Ah, mais il a quand même il y a un petit glissement sémantique chez Manuel Valls, vous avez noté. Il a toujours parlé jusqu'à présent de sa loyauté. C'est merveilleux, c'est pas la pensée qui compte, c'est l'arrière-pensée. Moi, je regarde la psychologie compte beaucoup. Il a modifié son discours sur la laïcité, il a adouci son discours sur la radicalisation. Mais écoutez, moi, je ne vais pas m'en plaindre. Je vais vous dire les choses très simplement. Je préfère largement le discours là, sur le rassemblement, qui est au nom de quoi? Qui n'est pas au nom formel, qui est « vous avez participé à la gestion de la France ». Ceux qui appartiennent à cette gauche qui est prête à prendre des responsabilités, même si à un moment donné il peut y avoir des désaccords. Vous qui savez que rien ne se fait en un jour, rien ne se fait en un soir, que le coup du grand soir et le lendemain matin on se réveille heureux, ça n'existe pas, qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps, qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Tous ceux-là qui ont mis les mains dans le cambouis, vous devez vous rassembler au nom de cette gauche. Mais il a fait flop, ça a fait flop son appel. J'en sais rien, ça fait flop. Si. Vous me le passez, c'est que ça n'a pas fait flop. Sinon, vous le présenteriez pas comme quelque chose d'important. Donc, je vais jusqu'au bout de ma phrase, je préfère ce discours de rassemblement à un moment donné,
une phrase, peut-être elle lui a échappé, qui disait « il y a deux gauches irréconciliables ». Pour moi, je pense qu'il n'y a pas deux gauches irréconciliables. Il y a une gauche difficile à rassembler, très difficile à rassembler. Et dans le contexte d'aujourd'hui, extrêmement difficile à rassembler. Mais la gauche peut se rassembler. Non seulement ça, elle doit se rassembler. Elle est aujourd'hui, certains ont utilisé le terme pulvérisée, en poussière, parce qu'il y a plein de petits morceaux partout. Et la tâche qui est la nôtre, la tâche du président, la tâche du Premier ministre, c'est de faire en sorte de cette vision éclatée de la gauche, on ait une vision un peu plus rassemblée. Je sais très bien qu'il restera des cassures, qu'il restera des concurrences. Mais il faut rassembler cette gauche. Parce que le seul moyen pour que les Français aient un choix qui ne soit pas réduit entre la droite et l'extrême droite, c'est de faire en sorte que la gauche soit présente au deuxième tour de cette élection présidentielle. Elle ne sera pas présente, vous l'avez dit, et c'était le reflet parfaitement de cette réalité. Elle ne sera pas présente s'il y a une cassure aussi forte qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas encore intériorisé l'échec. Mais qu'est-ce que ça veut dire intérioriser l'échec? Je ne ferais pas de la politique si je considérais que la situation d'aujourd'hui était immuable. La politique, c'est de faire bouger les lignes. Et les lignes peuvent bouger, les lignes doivent bouger, et elles bougeront au cours des semaines et des mois qui viennent. Est-ce qu'elles bougeront suffisamment? Personne n'en sait rien, mais elles vont bouger, et nous sommes là pour faire bouger ces lignes. Vous parliez de loyauté et de rassemblement. Est-ce que la démarche d'Emmanuel Macron fait partie d'une part de la loyauté et d'autre part du rassemblement? Est-ce que ce n'est pas dangereux, y compris pour une candidature de François Hollande? Oui, je pense que tout ça va revenir dans l'ordre, si je puis dire. Chacun va pouvoir apprécier quel est le poids exact des uns et des autres, au-delà de la nouveauté, au-delà de l'intelligence, au-delà des qualités qui sont réelles chez tel ou tel, et en particulier chez Emmanuel Macron. Moi, je dis qu'il faut rassembler la gauche. Je ne dis pas, je fais aucune différence entre la droite et la gauche, où je suis nulle part. Être nulle part, ça peut attirer la bienveillance pendant quelques semaines, mais il y a un moment donné, j'ai employé l'expression, il faut redescendre sur terre. Et sur terre, en politique, en France, il y a une droite et une gauche qui ne sont pas séparées surtout. Il y a bien des sujets sur lesquels la droite et la gauche peuvent agir ensemble, dans le domaine, je sais pas, international, pour soutenir nos armées, pour un certain nombre de la défense d'un certain nombre de grands principes républicains, par rapport, par exemple, à l'extrême droite, même s'il y a une partie de la droite qui est tentée de faire toujours la course avec l'extrême droite, y compris sur les principes républicains. Mais il y a la gauche et la droite. Et on a un système électoral, les présidentielles et les législatives, qui est un système majoritaire à 2 tours. Avec un système majoritaire à 2 tours, vous avez 2 camps. Et il vaut mieux appartenir à l'un ou appartenir à l'autre si on veut pouvoir se battre et faire quelque chose pour le bien des Français. Que vous pouvez l'arrêter, Macron? Mais ce n'est pas à nous de l'arrêter. Je pense qu'il s'arrêtera tout seul pour dire les choses telles qu'elles sont. Vous pensez vraiment qu'il s'arrêtera tout seul? Mais il s'arrêtera. Mais il ira jusqu'au bout de ce qu'il voudra. Ce soit c'est pas le problème. Hollande ou un autre mais il y a un moment où, dès lors qu'on rentre dans le domaine des choses sérieuses, où en est la gauche? Est-ce que la gauche peut bouger? Est-ce qu'elle peut faire face aux difficultés considérables qu'elle rencontre aujourd'hui ou non? Et quand on se pose cette question-là, à ce moment-là, allez, on est revenu sur Terre et on appartient à l'un ou à l'autre, on n'est pas ailleurs. Il va s'arrêter tout seul, comme un bolide qui cale? Je ne sais pas s'il faut dire cela, j'en sais rien. Moi, par loyauté loyauté, s'il avait cette qualité existait, il en aurait fait preuve plus tôt. Mais non, mais parce qu'il y a des forces en politique, il y a des rapports de force, il y a des réalités, et les réalités finissent par s'imposer. Alors, Lucile lui rappelait que vous êtes un ami très ancien de François Hollande, et certains de ses amis aujourd'hui, comme l'avocat Jean-Pierre Mignard, lui dit, notamment lui, mais il y en a d'autres, Ségolène Royal, n'y va pas, en 2017, tu vas subir une humiliation. Vous lui dites, vas-y, au risque d'une humiliation. Non, mais la décision, elle n'est pas prise par un ami, aussi intime soit-il. Je dirais même, il vaut mieux pas être un ami intime pour vous conseiller quelque chose dans ce cas-là, parce qu'on prend en considération d'autres éléments que les éléments de caractère politique et de qu'est-ce qui peut être bon pour la gauche, ce qui n'est pas un mince sujet quand on est de gauche, mais qu'est-ce qui peut être bon pour la France, qui est un sujet fondamental quand on est français, ce qui est notre cas. Donc moi, je ne suis pas un ami qui donne des conseils d'amis. Je fais une analyse politique, et l'analyse politique, elle me fait dire aujourd'hui que François Hollande est le candidat le plus apte à rassembler la gauche et donc à défendre les couleurs de la gauche aux prochaines élections présidentielles. Merci Lucile. Dernière partie de l'épreuve de vérité, maintenant avec Michaël Zamès de Public Sénat.
Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Alors, votre question au ministre de l'économie et des finances. Alors, donc, est-ce que la droite a le remède pour sauver l'économie française, si on en croit François Fillon, retraite à 65 ans, les 39 heures? Et si c'était la bonne formule? Alors, j'aurais une première tendance, c'est de dire, mais si ça avait été la bonne formule, ça se serait vu. Ça aurait déjà donné des bons résultats. Ils ne sont pas allés jusque-là, hein. Et c'est exactement ce que je me dis, c'est qu'au fond, ils ne sont pas allés jusque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une droite qui dit clairement ce qu'elle veut faire du point de vue économique et social, ce qu'elle appelle des réformes, moi ce que j'appellerais les cassures qu'elle souhaite. Vous appelez ça des cassures? Oui, ce sont des cassures. Parce que la réforme, elle est indispensable. Moi, je suis un réformiste parce que je sais très bien qu'on ne peut pas protéger, par exemple, notre système social si on ne le fait pas évoluer. Je me différencie d'être parfois certains à gauche ou à l'ultra-gauche qui disent qu'il ne faut rien toucher, il ne faut rien bouger, ça va te tenir tout seul. Non, ça ne tient pas tout seul. Un système de sécurité sociale, de santé, de vieillesse, il faut le faire évoluer au gré de l'évolution de l'économie, de la société. Mais pas la cassure. Quand je prends cette droite-là, elle nous dit je vais faire et je me fiche des corps intermédiaires et pire encore des syndicats. Ça dépend quel candidat. Si, tout ça. Regardez Alain Juppé qui est prêt à discuter notamment sur l'application des 39 heures, etc. Dans les branches, dans les entreprises. Je n'ai pas tout bien compris parce que je finis par savoir quelles sont les différences entre les uns et les autres. Mais moi j'ai compris une chose. Ouais. J'ai compris une chose quand j'écoute Nicolas Sarkozy, quand j'écoute François Fillon, quand j'écoute un certain nombre d'autres. L'idée suivant laquelle il faut faire en passant en force, c'est une idée qui les rassemble. L'idée suivant laquelle il faut faire en force. Faire en force, moi, c'est pas ma vision des choses. Ils ne disent pas ça exactement. Non. Ils disent il y en a assez de la dictature de la CGT. On entend ça, surtout. Oui, des syndicats, plutôt. Voilà. Bon, donc, passer en force, c'est porté par une partie du monde économique ou patronal ultralibéral, qui considère que la réforme, le compromis, c'est perdre du temps. Non. Une société, elle ne se réforme pas en force. Elle se casse quand on passe en force. Et j'ai dit récemment, Alain Juppé devrait s'en souvenir, parce qu'il a voulu une fois passer en force sur une réforme qui était peut-être nécessaire, par ailleurs, et il s'est cassé les dents. Et il a fallu d'autres, y compris nous, pour mettre en œuvre des réformes en partie dans le domaine. Vous êtes passé en force? Pas par rapport à l'ensemble des organisations syndicales. Nous, mais sur la loi travail, vous êtes un petit peu passé en force. Si vous voulez dire passer en force, c'est le 49.3, mais le 49.3, c'est pas les organisations syndicales. Sur la loi travail, et plus encore sur d'autres réformes précédentes, nous avions avec nous des organisations syndicales qui sont par ailleurs majoritaires. Le monde syndical français, il est partagé. Quand je dis il faut dialoguer, je ne dis pas qu'il faut se mettre d'accord avec tout le monde. Ça, ce serait se mettre entre les mains d'un seul groupe. Mais il faut, c'est ma position, rechercher des accords majoritaires, que ce soit au niveau national, quand on veut faire bouger les règles nationales, ou que ce soit au niveau des entreprises, lorsqu'il s'agit d'adapter l'entreprise à la situation. Vous ne faites pas de différence, donc, entre le programme de Nicolas Sarkozy ou celui d'Alain Juppé? J'ai un petit peu de mal. Je pense qu'ils vont essayer de faire jouer cette différence, parce qu'il y a des primaires, parce qu'il faut récupérer les centristes, parce que tout ça, ce sont des jeux très compliqués que je ne comprends pas totalement et complètement, mais bon, c'est leur affaire. Je regarde, il y a une grande convergence. Il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a pas forcément convergence, mais sur cette question économique et sociale, il y a une très grande convergence. Je vais prendre un autre exemple, qui apparaîtra plus lointain que ce que je viens de dire. On vient de parler des déficits, on vient de parler... Qu'est-ce que j'entends à droite? C'est pas grave, le déficit, il n'y a qu'à laisser partir le déficit. Il n'y a qu'à laisser partir le déficit. On vient de faire tous ces efforts. Certains m'ont critiqué, M. Pécresse auparavant, en disant vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts, vous n'avez pas fait d'humilier suffisamment vite. Mais la règle des 3% non plus, vous ne l'avez pas respectée pendant 4 ans. On est en train de pendant 4 ans. Mais ça ne se respecte pas la première année. Ah, donc comme la droite? Mais pas du tout. Pourquoi la droite. Au début, il va falloir un petit peu relâcher la pression. Non, pardon, parce que vraiment, pourquoi vous dites quelque chose qui n'est pas exact? Est-ce qu'il y a une année où nous avons fait augmenter le déficit? Nous l'avons pris à 5% et chaque année, ça a diminué. Et les 3%, ce n'est pas dès la première année. Ou alors, vous massacrez tout. Enfin, on ne serait pas avec un nombre de chômeurs. On aurait donc là, la droite dit on va laisser défiler le déficit. La droite dit, allez, on y va. C'est pas grave. Allez, 4%, 4,5%, 4,7%. Il y a une contrepartie à cela. Ils le disent. C'est quoi la contrepartie? Les réformes de structure. Mais peut-être les réformes de structure, elles ont un effet tout de suite?
Bon, j'en sais quelque chose. On a mis en place des réformes de structure. Il faut un certain temps. Pour calmer Bruxelles. Les réformes de structure, oui, calmer, ça c'est une vision des choses, là encore, très étrange. On peut en parler de ça. Mais les réformes de structure, nous en savons quelque chose, ça met du temps. On a mis en place des réformes de structure et le chômage baisse très tard. Certains diraient trop tard. Mais ça baisse. Ça baisse pourquoi ? Parce qu'il y a eu des réformes de structure. Par exemple, dans le financement des entreprises, dans les charges des entreprises. Parce qu'il y a eu une loi que je connais bien, qui a été le fruit d'un accord entre partenaires sociaux, qui, à l'été 2013, a permis de donner de la souplesse sur le marché du travail. Et en même temps, sur les déficits, la droite, et encore une fois, si vous me permettez, ils disent que si jamais ils reviennent au pouvoir, ils verront les résultats de votre budget, et les déficits auront explosé. Mais comment peut-on dire les déficits auront explosé ? Personne ne dit les déficits vont être plus élevés qu'en 2012. Il faut juste rester un tout petit peu sérieux. Donc 5% en 2011. Cette année, 3,3%. Personne ne conteste que nous atteindrons nos objectifs. Et pour l'année prochaine, on peut toujours contester l'année d'après. Enfin, nous prenons tous les moyens pour faire en sorte que nous soyons à 2,7% et en dessous des 3%. Bon, voilà, c'est un chemin qui est raisonnable. Et tout d'un coup, vous avez la droite qui passe pour être sérieuse et qui vous dit « Ah ben non, moi je m'en fiche les déficits ». Les Français, ils diront « Moi je me fiche peut-être du déficit ». Mais derrière le déficit, il y a quoi ? Il faut financer ce déficit. Derrière le déficit, il y a l'emprunt. Et de l'emprunt, il faut bien le rembourser, cet emprunt. Mais c'est même pas ça, c'est irresponsable. Pas raisonnable, ce serait presque faire un compliment. C'est totalement irresponsable. Pour répondre à la droite, donc nous avons aujourd'hui une droite qui porte un projet économique avec ses conséquences budgétaires qui me paraît être irresponsable socialement, parce que c'est des cassures et des ruptures. Et dans ces cas-là, la France, elle se crispe. Quand vous voulez passer en force, vous faites le glorieux pendant quelques mois, vous dites j'y vais, vous voyez, je vais aller à Bruxelles, je vais leur dire que je fais comme ça, hein, je vais aller devant les Français, je vais dire on y va en force, mais au bout de pas très longtemps, ça se crispe, ça se bloque et il n'y a plus de réforme. C'est pas comme ça qu'on peut faire avancer la France. Vous êtes en train de dire que la rue, irresponsable du point de vue social. La rue s'exprimera si c'est pas la rue, c'est la société qui se crispe. Vous promettez l'enfer. C'est les gens qui se crispent. Mais c'est pas promettre l'enfer. C'est pas nous qui déciderons. Ils l'ont connu l'enfer quand ils ont voulu passer en force sur un certain nombre de réformes. Et par contre, quand ils sont passés dans le dialogue, je le dis pour des réformes de droite comme pour les nôtres, quand ils sont passés dans le dialogue, il y a eu des réformes et des réformes durables, des réformes qui ne sont pas remises en cause, des réformes qui produisent leurs effets. Donc c'est une politique irresponsable socialement, parce que c'est une politique de cassure et de rupture, et c'est une politique irresponsable du point de vue des finances publiques, parce que alors relancer les déficits aujourd'hui, après tous les efforts qui ont été demandés par les Français, et par eux, avant 2012, et par nous, depuis 2012, franchement, c'est un sacré gâchis. Alors, est-ce de la cassure sociale que de vouloir revenir sur les 35 heures ? Écoutez, Michel Sapin, François Fillon, et il justifie la fin des 35 heures. Il explique en fait qu'il s'agirait pour lui et pour la droite de revenir à une situation, il y a une quinzaine d'années, que personne ne contestait à l'époque. Ça consisterait juste à revenir à la situation qui était la nôtre il y a 15 ans. Voilà. Je rappelle qu'on travaillait 39 heures, on travaillait même 40 heures. Quand on travaillait 39 heures en France, avant 2000, les salariés ne défilaient pas dans la rue pour réclamer les 35 heures. Les 35 heures, c'est une invention du gouvernement socialiste de l'époque, parce qu'ils pensaient que c'était un instrument de lutte contre le chômage. Mais il n'y avait pas de revendication des salariés pour passer tout de même, à ce qui me 35 surprend, heures. Il n'y avait pas les gens dans la rue, Michel Sapin. C'est drôle parce qu'il n'a aucune mémoire. Il y avait des gens qui défilaient dans la rue pour demander les 35 heures. Je sais pas oui, c'est une vieille revendication syndicale que le passage à 35 heures, vous le savez très bien. Donc il y a une espèce de manque de mémoire pour faciliter son raisonnement. Mais la question, elle n'est pas tellement là. Donc il veut passer de 35 heures à 39 heures en étant payé comment ? 35 heures ? Oui, c'est ça sa proposition. Donc, oui, c'est ça sa proposition. Oui. C'est ça sa proposition. Ou si je regarde d'autres, plein de contradictions, je prends Nicolas Sarkozy, c'est on supprime les heures supplémentaires. Et d'ailleurs, on a une autre proposition dans une autre page du livre qui dit on défiscalise les heures supplémentaires. Quand vous supprimez les heures supplémentaires, c'est très difficile de les défiscaliser. La réalité des choses. Non, mais la réalité des choses, c'est que la proposition sur ce point-là, c'est de faire travailler les gens plus longtemps sans les payer plus. C'est exactement ce qu'on appelle une baisse du pouvoir d'achat. C'est donc l'ordonnance. Alors, dernière question, elle est importante. Très courte. Après le refus de la Wallonie de ratifier l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, est-ce que cet accord est mort ?
J'espère que non. Je pense que c'est un accord qui est un accord de bonne qualité. Il faut l'expliquer parce qu'il y a toujours des peurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense que c'est un accord de qualité. Il faut qu'il soit discuté suivant les règles constitutionnelles de chacun des pays. J'espère que non. Ce serait dommage qu'il soit mort parce qu'il apporterait un mieux aux Français. Il apporterait un mieux aux Français. Ce n'est pas un danger, c'est un mieux pour les Français. Celui-là. Pas l'autre. Parce que celui-là, il est d'une meilleure qualité, il a été beaucoup mieux négocié, il a permis de respecter un certain nombre de choses, les services publics, la culture, l'environnement, je ne veux pas rentrer sur tous les détails, alors que celui qui est en cours de négociation avec les États-Unis est d'une autre qualité. Enfin, exactement, il n'a pas la même qualité. C'est rageant de voir la Wallonie, il a imposé sa loi à 500 millions d'Européens. C'est les règles constitutionnelles de chacun des pays, je ne vais pas les critiquer, mais je pense qu'il serait meilleur pour tout le monde, y compris pour la Wallonie, que cet accord puisse être signé. Merci beaucoup, Michel Sapin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Michael. Bonsoir à tous. À très vite. On se retrouve dans 15 jours maintenant.